Mon nom est Marla Kensington. J'ai 32 ans. Et pendant 5 ans, le parfum de son Cologne. Quelque chose de propre et de cher dont je n'ai jamais retenu le nom. Avait constitué le fond de ma vie. Il habitait notre chambre comme le temps habite une ville, constant, familier. Si normal que j'avais cessé de le remarquer jusqu'à cette nuit où il m'est soudain apparu comme une preuve. J'étais assise au bord de notre lit, en train de nouer les lacets de mes chaussures. Et je le regardais se préparer. Nathan se tenait devant le miroir de la commode. Celui au cadre de bois clair que j'avais choisi après qu'il m'ait envoyé une photo d'un appartement minimaliste qu'il aimait. Ce n'était pas une coiffeuse. Juste un ensemble pratique où il rangeait un petit plateau pour sa montre, sa colonne et ses clés. Il ajustait son col, vérifiait la coupe de sa chemise. Attachait sa montre avec cette concentration lente et délibérée que les hommes adoptent quand ils veulent avoir l'air naturel. La lumière de la lampe caressait le contour de sa mâchoire tandis qu'il se penchait vers le miroir. Calme, soigné. Comme s'il entrait dans une version de lui-même à laquelle je n'étais plus vraiment invité. Et un instant, ma poitrine s'est resserrée sous cette vieille douleur familière d'affection. Il était beau. C'était mon homme. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Tu es magnifique ce soir, ai-je dit. C'était simple, honnête. Il était vraiment magnifique. Une chemise noire boutonnée que je n'avais jamais vue, un pantalon bien coupé. Le genre de tenue qui le faisait paraître plus grand sans effort. Il avait l'air d'appartenir à n'importe quel endroit où il entrait. Il ne s'est pas retourné. Ses yeux n'ont rencontré les miens que dans le reflet du miroir, et ils étaient distants. Pas froids, juste détachés, comme s'il regardait quelque chose de décoratif. Une statue que l'on passe 100 fois dans un musée et dont on finit par ne plus lire la plaque. Chaque fois que je te regarde, a-t-il dit, d'une voix plate, presque ennuyée. Je me demande si c'est vraiment le mieux que je puisse faire. Au début, les mots n'ont pas enregistré. Ce n'étaient que des sons faux, hors de place. Comme une alarme incendie qui retentirait dans une bibliothèque. J'ai fixé son reflet, attendant la chute. Attendant le petit sourire qui suivait d'habitude une de ses blagues sèches. Attendant qu'il adoucisse, qu'il rit, qu'il dise « je plaisante ». Détends-toi. Rien n'est venu. Mon propre sourire est resté figé sur mon visage, stupide et obéissant. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ai-je demandé. Il a poussé un soupir doux et exaspéré. Comme si je lui demandais d'expliquer pour la 10e fois quelque chose d'évident. Il s'est détourné du miroir, a pris son téléphone, a jeté un œil à l'écran. Puis a attrapé son portefeuille. Tu m'as bien entendu. Mara. A-t-il dit. C'est juste une pensée que j'ai parfois. Il y a eu un éclair dans ses yeux. De l'impatience, peut-être même de la pitié. Puis, comme s'il fermait un tiroir, il a ajouté. N'en fais pas toute une histoire. Tu es prête ? On va être en retard. Il est sorti de la chambre. Sa colonne est restée derrière lui comme un fantôme. Je n'ai pas bougé. La pièce, notre pièce, a cessé de ressembler à un sanctuaire. Elle ressemblait à une scène de crime. L'air s'est épaissi, lourd, pesant sur moi, et cette seule phrase a résonné encore et encore. Chaque fois que je te regarde. Comme s'il avait mené une évaluation privée dans sa tête pendant des années. Et que je n'avais même jamais su que le test existait. Y pensait-il quand je préparais le café le matin ? Quand je le serrais dans mes bras après une mauvaise journée, quand je riais de ses histoires ? Quand je le cherchais dans le noir, quand je lui disais que je l'aimais ? Le mieux que je puisse faire. J'ai regardé les photos sur le mur. Nous en randonnée, nous souriant. Nous dans ce petit chalet où le courant avait sauté et où nous avions joué aux cartes à la lueur des bougies. J'ai regardé les livres sur ma table de nuit qu'il m'avait recommandés. J'ai regardé la vie que nous avions construite brique par brique pendant une demi-décennie. Et soudain, dans ses yeux, ce n'était plus un foyer. C'était un arrangement,
un compromis qu'il réévaluait constamment, en silence. L'engourdissement s'est dissipé, remplacé par quelque chose de plus froid et de plus clair que la rage ou le chagrin. C'était comme une porte dont j'ignorais même l'existence, qui se fermait silencieusement. Définitivement. Je me suis levé. Mes jambes étaient stables. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai trouvé Nathan près de la porte d'entrée, en train d'enfiler ses chaussures comme si rien ne s'était passé. Comme s'il n'avait pas juste fait exploser les fondations de mon estime de soi d'une seule phrase. Nonchalante. Prête ? A-t-il demandé, sans vraiment me regarder. Oui. Ai-je répondu. Ma voix m'a semblé étrange. Calme. Presque polie. Je suis prête. Et je l'étais. Juste pas pour la fête. C'était la soirée de son bureau. En centre-ville, bruyante, fête de rire poli. De badges et de gens qui prétendaient que c'était la même chose que de la connexion. La fête a été un flou de bruit et de fausses lumières. Je m'y suis déplacé comme une apparition. Mon sourire était un masque rigide. Chaque rire qui sortait de sa bouche me faisait l'effet d'une aiguille. Chaque fois que son regard glissait dans la pièce, mesurant, comparant. Cela ressemblait à une confirmation. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. La façon dont ses yeux balayaient la foule. Pas pour moi, mais pour quelqu'un de plus intéressant. Le rire de commande qu'il a offert à une femme de son bureau. Celle au blazer trop serré qui ne cessait de lui toucher le bras comme si elle en avait là. Permission. Le vide dans ses yeux quand il me regardait. Pas d'amour, pas de chaleur, juste un éclair d'agacement. Comme si ma présence était une encre qui le tirait vers une vie qu'il jugeait indigne de lui. La phrase tournait en boucle dans ma tête, synchronisée au grondement de la basse des enceintes. Chaque fois que je te regarde, le mieux que je puisse faire. 1 heure plus tard. Je l'ai trouvé près de la table des boissons. En train de se resservir. Je vais y aller ? Ai-je dit. Il s'est retourné. L'irritation flashant instinctivement sur son visage. Quoi ? Pourquoi ? On vient d'arriver. J'ai mal à la tête, ai-je menti. Ce n'était pas un mal de tête. C'était une défaillance systémique. Toute l'architecture de ma vie s'effondrait. Et j'avais besoin de silence pour entendre les décombres se poser. Il a roulé des yeux. Autrefois, j'aurais trouvé ce geste presque mignon. Maintenant, cela ressemblait à un rejet de toute mon existence. D'accord ? A-t-il dit. Comme tu veux. Je prendrai un Uber plus tard. Et juste comme ça, il s'est retourné vers la fête, son attention déjà épuisée. Déjà investi ailleurs. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis juste sorti. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage comme une bénédiction. Le trajet jusqu'à la maison a été silencieux et assourdissant, mais c'était un silence propre. C'était le mien. Notre appartement m'a semblé différent quand j'y suis entré. Ce n'était plus un foyer. C'était le décor d'une pièce dont la dernière représentation était terminée. Sa Cologne, autrefois réconfortante, était soudain écœurante, étouffante. Les photos sur les murs ressemblaient à des mensonges prisonniers du verre et du bois. Je n'ai pas fulminé. J'ai agi avec une efficacité calme et terrifiante. Du haut de l'armoire, j'ai sorti mon vieux sac de sport et une valise à coque dure. Dans la salle de bain, j'ai vidé mon étagère. Dentifrice, soins de la peau, déodorant, rasoir. J'ai laissé le parfum qu'il m'avait offert il y a 2 anniversaires. Il était là comme un monument à la version de moi qu'il avait essayé de modeler. Dans la chambre, j'ai emballé mes jeans, mes chemises, mes pulls. J'ai laissé le chemisier en soie dont il m'avait dit un jour qu'il me donnait un air plus chic. J'ai pris mes documents, passeport, acte de naissance. Tout ce qui prouvait que j'existais en dehors de lui.
J'ai pris mon ordinateur, mes chargeurs, le livre sur ma table de nuit. J'étais un chirurgien en train d'enlever un organe malin. Quand les sacs ont été près de la porte, je me suis tenu au comptoir de la cuisine avec un bloc-notes vierge. Que restait-il à dire? Tout l'amour, l'histoire, l'avenir. Vaporisé par une seule phrase nonchalante livrée comme une remarque sur le temps qu'il fait. J'ai pris un stylo. Ma main était ferme. Nathan. Je t'ai entendu. Tu mérites de trouver le mieux. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Ma clé est sur le comptoir. Ne me contacte pas. Mara. J'ai pris une photo de la note. Un acte froid et clinique d'autopréservation. Puis j'ai posé ma clé sur le papier. Le métal a claqué doucement contre le granit. J'ai passé le sac de sport en bandoulière et j'ai tiré la valise derrière moi. Un dernier regard à l'appartement, à la vie que je quittais. Pas de nostalgie, seulement de la finalité. Je ne savais pas où j'allais. J'ai conduit jusqu'à apercevoir une enseigne de motel au néon qui brillait dans le noir. Le Starlight Inn. C'était bon marché. Il avait l'air vaguement triste. Parfait. La chambre était stérile, anonyme et parfaitement silencieuse. J'ai posé mes sacs, me suis assise au bord du matelas raide. Et j'ai senti l'adrénaline quitter mon corps. À sa place est venu le poids écrasant. Pas seulement un chagrin, une annihilation. L'image de lui devant le miroir se rejouait, sa voix plate, ses yeux ennuyés, encore et encore. Puis mon téléphone a vibré. Un texto de Nathan. Tu es sérieusement parti comme ça? Tu es tellement dramatique. Je rentre. On doit parler quand j'arrive. J'ai regardé le message, puis la photo de la note, puis le sac de sport près de la porte. Tout ce que j'avais décidé de garder. Mon pouce a hésité. Puis, avec un calme qui ressemblait à du pouvoir, j'ai ouvert son contact et je l'ai bloqué. Une confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir bloquer Nathan? Je l'étais, et dans le silence de cette chambre de motel bon marché. J'ai commencé le long et patient travail d'oublier le son de sa voix. La première nuit au motel s'est passée sans sommeil. J'étais allongé sur le dos, à contempler la fine fissure au plafond qui ressemblait à un éclair tordu. En écoutant le bourdonnement du mini-réfrigérateur et le soupir lointain des voitures sur l'autoroute. C'était un silence brut, non revendiqué, et d'une certaine façon cela le rendait supportable. À l'appartement, le silence avait toujours été encombré des pas de Nathan. De sa voix qui résonnait depuis une autre pièce. De l'attente qu'à tout moment il puisse entrer et demander ce qu'il y avait pour dîner ou pourquoi. J'avais l'air silencieuse. Ce silence exigeait une performance. Celui-ci non. Au matin, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Les larmes n'étaient pas venues. Pas une seule fois. Pas de crise spectaculaire. Pas de sanglots dans l'oreiller du motel comme dans les films. Au lieu de cela, je me sentais vidé, nettoyé. Comme si la partie de moi qui réagissait avait été retirée chirurgicalement. Ne laissant qu'une douleur sourde et constante. Une rage dedans de l'âme. Je me suis douché rapidement, l'eau tiède et irrégulière. Je me suis enveloppé dans une serviette qui sentait faiblement l'eau de Javel. J'ai remis les vêtements de la veille. Quand je me suis regardé dans le miroir, mes yeux étaient clairs. Pas brillants, clairs. J'ai vérifié mon téléphone par habitude. Aucun appel manqué, aucun nouveau message. Nathan était bloqué. Le mur numérique faisait déjà son travail. J'ai remis mon sac et ma valise dans la voiture et je suis allé directement au travail. Je n'ai pas appelé pour me déclarer malade. Je n'ai rien expliqué. Le travail avait toujours été prévisible. Des lignes nettes, des résultats clairs. Si l'on faisait X, Y suivait. Si l'on échouait, il y avait une raison que l'on pouvait retracer et corriger. Après une nuit où toutes mes fondations émotionnelles s'étaient effondrées sans avertissement,
Ce genre de logique ressemblait à de l'oxygène. Je me suis assise à mon bureau, me suis connecté et ouvert ma boîte de réception et j'y ai disparu. À la fin de la journée, l'épuisement s'est installé dans mes os. Pas émotionnel, mais physique. Le bon genre. Celui qui force l'esprit au silence. Cette nuit-là, je ne suis pas retourné à l'appartement. Je suis allé en ligne. Assise sur la chaise raide du motel, l'ordinateur sur les genoux. J'ai ouvert un site immobilier et j'ai trié les annonces par prix. Du moins cher au plus cher. Je ne cherchais pas un foyer. Je cherchais un bunker, un endroit propre, bon marché, vide, disponible immédiatement. J'ai cliqué sur le premier studio qui répondait aux 3 critères. Mur beige, plan carré, aucune personnalité, aucune histoire. Aucun écho de la vie de quelqu'un d'autre. J'ai envoyé un email. Le lendemain après-midi, j'avais les clés en main. L'immeuble était de l'autre côté de la ville, anonyme et oubliable. Le genre d'endroit qu'on ne remarque jamais à moins d'y habiter. Pas de concierge. Pas d'espace commun conçu pour que des inconnus fassent semblant d'être une communauté. Parfait. L'emménagement a pris exactement un trajet. Mon sac de sport, ma valise. Tout le reste pouvait être remplacé. Il ne s'agissait pas de meubles. Il s'agissait d'air. Ils avaient l'air presque gênés, posés au milieu du studio vide. Écrasés par tout cet espace inutilisé. Mais pas raisonnés quand je marchais de la porte à la fenêtre. C'était surréaliste, comme se tenir dans un plateau de tournage avant que le décor ne soit installé. Je n'ai pas déballé tout de suite. Je suis juste resté là. Cet espace n'avait jamais entendu ma voix s'élever, ne m'avait jamais vu faire des compromis. Ne m'avait jamais tenu pendant que je me faisais plus petite. Cet endroit ne me connaissait pas, et cela signifiait que je pouvais décider qui j'allais y devenir. J'ai acheté un matelas, un bureau, une chaise. C'était tout. Pas d'art, pas de tapis, pas de bougies. Il ne s'agissait pas de construire une vie. Il s'agissait de construire des fondations. Et les fondations se coulent dans du béton nu. Les jours se sont installés dans un rythme. Travail, salle de sport, sommeil. À la salle, je ne chassais pas une transformation. Je n'étais pas là pour punir mon corps ni pour me sculpter en guise de vengeance. Je soulevais des poids parce que l'effort était honnête. La brûlure dans mes muscles était directe, simple. Une douleur avec des règles. Une douleur que je pouvais contrôler. Au travail, je restais tard. Pas parce qu'on me le demandait. Mais parce que je préférais le bourdonnement du bureau vide au silence de mon appartement. Ma concentration s'est aiguisée. Mon chef l'a remarqué. Ça va, m'a-t-elle demandé un soir en passant devant mon bureau. Tu es très concentré ces derniers temps. Oui. Ai-je répondu. Et cela m'a surprise de constater à quel point c'était vrai. Les semaines se sont confondues. Les arrêts de vivre de cette nuit ont commencé à s'émousser. Non parce que j'avais pardonné à Nathan, mais parce que la routine les avait polis. J'ai cessé d'atteindre mon téléphone quand quelque chose de drôle se produisait. J'ai cessé d'imaginer ce qu'il penserait d'un film que je regardais seul. Une nuit, à mi-chemin du film, cela m'a frappé. Je ne me demandais plus ce qu'il en penserait. La réalisation était petite, silencieuse, mais elle a atterri comme une fente de lumière. Puis, inévitablement, le monde que j'avais quitté a recommencé à frapper. Le premier message est venu de Marc, un des amis communs, le genre qui se croyait toujours neutre. Même quand la neutralité signifiait encore transporter des informations. Et Mara. Ça fait longtemps. Tu es libre pour un verre un de ces jours? J'ai regardé le message pendant une minute entière avant de répondre. Non pas parce que je jouais, mais parce que je devais décider quelle version de moi allait répondre. Finalement, j'ai tapé. Et Marc. Je suis débordé de travail en ce moment. Mais merci pour la proposition. Les 3 points sont apparus presque immédiatement.
Marc, pas de souci. Juste j'ai croisé Nathan l'autre jour. Il a l'air vraiment abattu. Il a dit que tu avais juste disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. La sonde. J'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas de panique, pas de colère, du calme. J'ai tapé avec soin. Moi, il a exprimé qu'il avait le sentiment de pouvoir faire mieux. J'ai été d'accord et je me suis retiré de la situation. Je préfère ne pas en parler davantage. Les poings ont dansé. Se sont arrêtés. 1 minute a passé. Marc, d'accord. Je comprends. Pour ce que ça vaut. Il avait l'air perdu. Prends soin de toi. Moi, toi aussi. J'ai posé le téléphone face contre le bureau. Ma main n'a pas tremblé. Je l'avais fait. Énoncer les faits, retirer l'émotion, fermer la porte. Et à cet instant j'ai senti un frémissement de quelque chose d'inconnu. Pas de satisfaction. De la force. Je ne le savais pas encore, mais la disparition avait déjà fonctionné. Le truc avec le fait de disparaître en silence. C'est que les gens ne croient pas que tu le penses vraiment. Ils supposent que c'est une phase, une pause. Une inspiration dramatique avant que tu reviennes et que tu t'expliques correctement. Alors quand je ne l'ai pas fait, quand les jours ont passé puis les semaines. La curiosité s'est transformée en inquiétude. Et l'inquiétude a lentement tourné en quelque chose d'autre. Une réécriture. Le deuxième message est venu de Jess. Elle avait toujours été plus proche de Nathan que de moi. Pas de façon hostile, juste par proximité. Des blagues partagées, une histoire commune. C'était le genre d'ami qui pensait que l'empathie consistait à arranger les choses. Même quand quelque chose était cassé au-delà de toute réparation. Marla. On doit parler. A-t-elle écrit. Qu'est-ce qui se passe? Nathan est un vrai désastre. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais à la salle, au milieu d'une série, la barre métallique froide contre mes paumes. J'ai terminé la répétition, j'ai rangé le poids, je me suis assise. Et seulement alors j'ai pris mon téléphone. Moi, il n'y a rien à dire. La réponse est venue rapidement. Jess, allons. Il dit qu'il ne le pensait pas. C'était juste une connerie qu'il a dite. Tu ne trouves pas que tu as exagéré? Voilà. La réécriture. Un mépris fondateur réduit à une connerie. 5 ans de mépris silencieux rebrandés en un simple dérapage de langue. J'ai senti une pointe de colère, nette, brève, mais je ne l'ai pas laissé toucher le clavier. J'ai attendu qu'elle refroidisse en quelque chose d'utilisable. Moi, les gens disent ce qu'ils pensent quand ils croient qu'il n'y a pas de conséquences. La conséquence, c'est que je suis parti. C'est la fin de l'histoire. Les 3 points ont disparu. Je n'ai pas attendu la réponse. J'ai mis la conversation en sourdine. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. Je ne quittais pas seulement une relation. Je quittais un récit. Et les gens encore à l'intérieur s'agitaient pour garder l'histoire confortable. Les échos ont commencé à arriver de biais après ça. Pas directement à moi, mais à travers des commentaires anodins. Des vérités entendues déguisées en petites conversations. Une femme à ma salle de sport, quelqu'un qui connaissait Jess. L'a mentionné en rangeant des haltères. J'ai entendu dire que toi et Nathan vous vous étiez séparés, a-t-elle dit d'un ton léger. Ça avait l'air compliqué. Pas vraiment. Ai-je répondu. D'une voix ferme. C'était très propre. Elle a hoché la tête, sentant la limite. Enfin, il ne va pas bien d'après ce que j'entends. Il demande beaucoup de nouvelles de toi. Si tu sors, où tu habites. J'ai fait un son non committal, j'ai ajusté mes gants, je suis passé à la machine suivante. L'information me semblait lointaine,
comme un bulletin météo d'un pays où je n'habitais plus. Nuageux, instable, chance de regret. Cela n'avait plus rien à voir avec moi. Pourtant, je sentais la pression monter de l'autre côté du mur. Le besoin de clôture, d'absolution. Que je revienne le rassurer qu'il n'était pas le méchant de sa propre histoire. C'est alors que l'email est arrivé. L'adresse n'était pas une que je reconnaissais, mais le ton était immédiat, familier, indéniable. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai laissé dans ma boîte de réception comme un objet chargé. Quand je l'ai enfin fait, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Des excuses qui ne parlaient pas vraiment de moi. Il écrivait à propos du stress, de la soirée, de son sentiment d'insécurité. De la peur qu'il avait eue de m'aimer autant, de la façon dont les mots étaient sortis de travers. De ce que j'étais la meilleure chose de sa vie, de son manque de sommeil, de l'appartement vide. De son travail qui en souffrait, de son besoin d'entendre ma voix. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai sauvegardé, copié dans un document sur mon bureau. J'ai intitulé le fichier « Clôture ». Puis j'ai archivé l'email. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'ai ressenti de la distance, clinique, détachée. Il parlait encore de sa douleur, de sa prise de conscience, de sa perte. Il n'y avait aucune vraie compréhension de ce que ces mots m'avaient fait. Aucune reconnaissance de l'hiver nucléaire qu'il avait déclenché et dont il s'était éloigné comme si de rien n'était. C'était encore tout à propos de lui. Quelques jours plus tard, la tactique a changé. Un message de quelqu'un que j'avais rencontré 2 fois, son cousin. Et Mara, je sais que c'est bizarre, mais Nathan va vraiment mal. Il est chez moi en ce moment. Il sait qu'il a merdé. Je sais que tu ne lui dois rien, mais d'humain à humain, est-ce que tu pourrais juste lui parler? Même un texto? Je pense que ça l'aiderait à tourner la page. L'appel humanitaire. J'ai regardé l'écran, une froideur familière s'installant dans ma poitrine. Pas de peur, pas de culpabilité. De la reconnaissance. C'était une escalade. J'ai tapé lentement. Moi, merci pour ton inquiétude. Bien que je souhaite du bien à Nathan, notre relation est terminée. Et tout contact supplémentaire ne serait sain ni pour l'un ni pour l'autre. J'espère qu'il trouvera le soutien dont il a besoin. J'ai envoyé. Puis j'ai bloqué le numéro. C'est à ce moment-là que le silence a changé. Il n'était plus seulement vide. Il était intentionnel. La cour d'appel était officiellement fermée. Et quelque part au-delà des murs silencieux de mon studio. L'histoire qu'il se racontait venait de perdre son dernier témoin coopératif. Pendant quelques jours après avoir bloqué son cousin, rien ne s'est passé. Aucun nouveau message, aucun contrôle indirect. Aucun ami bien intentionné prétendant juste être curieux. Le silence était différent cette fois. Pas fragile, pas hésitant, installé. Je me suis brièvement laissé croire que c'était fini. Que le mur avait enfin été compris. C'était mon erreur. Le prochain email est arrivé tard le soir. Passant les filtres parce qu'il venait d'une nouvelle adresse. Une chaîne de chiffres et de lettres, impersonnelle et prudente. Comme s'il ne voulait pas m'effrayer. Mais dès que je l'ai ouvert, j'ai reconnu la même cadence, les mêmes explications trop longues. La même urgence déguisée en remords. Il s'excusait encore, plus longuement cette fois, plus émotionnellement. Il écrivait que ce qu'il avait dit n'était pas vrai, que cela venait d'un endroit de peur. Qu'il tournait en rond depuis des mois et ne savait pas comment le communiquer. Que la thérapie l'avait déjà aidé à y voir plus clair. Il disait qu'il n'avait jamais voulu me faire me sentir petite. Il disait que j'étais tout pour lui. Puis, inévitablement, l'email s'est replié sur lui-même. Il ne pouvait plus dormir. Il ne pouvait plus rester dans l'appartement. Chaque coin lui rappelait moi. Le travail s'effondrait parce qu'il n'arrivait plus à se concentrer. Il se perdait. Et à la fin, la demande. Juste un café. 5 minutes. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai lu l'email une fois, lentement, attentivement. Puis je l'ai ajouté au même fichier, clôture, et je l'ai archivé.
Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de tentation. Ce que j'ai ressenti, de façon inattendue, c'était de la pitié. Pas la douce, la distante. Celle que l'on ressent en regardant quelqu'un se débattre dans l'eau. Ils s'étaient jetés eux-mêmes. Ils ne comprenaient toujours pas. Ils s'excusaient pour la forme, pas pour la croyance, pour le résultat, pas pour le mépris. Il n'y avait aucune phrase qui disait « Je pensais être mieux que toi ». Aucune reconnaissance que cette pensée avait vécu en lui bien avant la soirée, bien avant le stress. Bien avant le verre dans sa main. C'était encore à propos de lui qui voulait du soulagement. J'ai fermé l'ordinateur et je suis allé me coucher. Cela aurait dû être la fin. Ça ne l'a pas été. Une semaine plus tard, le silence s'est brisé d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. Pas avec des mots, avec un appel téléphonique. Mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu un mardi soir pluvieux. L'écran éclairant mon studio sombre. Je l'ai regardé vibrer sur la table, immobile, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Un instant a passé. Puis une notification est apparue. Message vocal reçu. Bien sûr, c'était un nouveau numéro. Bien sûr, il avait trouvé un autre moyen de contourner le mur. Je savais que je ne devais pas l'écouter. Je l'ai écouté quand même. Sa voix était différente. Débarrassée de son vernis. Plus lente, plus épaisse. Comme si elle avait été traînée à travers quelque chose de sale avant de m'atteindre. Marla, s'il te plaît, décroche, a-t-il dit, le souffle inégal. Je sais que tu es là. Une pause, un bruit de déglutition. Je suis à l'appartement. C'est tellement vide. Ça sent encore comme toi parfois. Et je n'y arrive pas. Tu ne peux pas juste m'effacer. Tu ne peux pas juste partir de 5 ans. Comme si ce n'était rien. Sa voix a craqué. Tu étais censé te battre pour moi. Tu étais censé me prouver que j'avais tort. Une autre pause. Puis quelque chose s'est durci en lui. Tu es une lâche, Mara, a-t-il craché. Un venin soudain et tranchant. Tu as fui au lieu d'affronter. Tu crois que ce silence te rend forte. Ça ne te rend pas forte. Ça te rend faible. Pathétique. Tu n'as pas supporté un seul commentaire honnête de la part de l'homme qui t'aimait. Le message s'est terminé par un clic sec. Je suis resté assise dans le silence pluvieux. Mon appartement sombre autour de moi. J'ai ressenti de la clarté. Ce message vocal n'était pas une supplication. C'était une preuve. C'était la version non filtrée de l'homme autour duquel je m'étais plié pendant 5 ans. L'entitlement, le renversement de blâme. La rage qui surgissait dès qu'il réalisait qu'il ne contrôlait plus le récit. Il ne m'avait pas aimé. Il avait aimé la sécurité que je lui apportais, la validation. La façon dont je le faisais se sentir choisi. Et quand il avait cru pouvoir s'en tirer, il m'avait montré le mépris en dessous. J'ai sauvegardé le message vocal, non pas parce que je prévoyais de m'en servir. Mais parce qu'il me rappelait pourquoi je ne le ferais jamais. Le dernier fil fragile du doute s'est cassé. Le mur n'était plus seulement dressé. Il était renforcé. Et j'en avais fini de prétendre qu'il était temporaire. Je n'ai plus réécouté le message. Une fois avait suffi. Je l'ai sauvegardé, étiqueté avec la date, et glissé dans le même dossier que les emails. Pas par peur, par respect pour la réalité. Les preuves n'ont pas besoin d'émotion. Elles ont juste besoin d'exister. Après cette nuit, quelque chose a basculé pour de bon en moi. Ce n'était pas du soulagement. C'était de la finalité. Les jours qui ont suivi ont semblé plus légers, pas heureux, pas encore. Mais plus silencieux d'une façon qui laissait mes pensées circuler sans obstacle. Le bruit qu'il avait installé dans ma tête pendant des années était parti. Plus de seconds doutes, plus d'explications répétées, plus de débats intérieurs sur l'équité. Juste de l'espace. Je me suis appuyé sur la routine. Café du matin dans le même petit café près de mon bureau. Celui aux tasses ébréchées et au barista qui ne posait jamais de questions. Les journées de travail s'étiraient, mais elles ne m'épuisaient pas.
Au contraire, elle m'aiguisait. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant. Des inefficacités, des lacunes, des opportunités. Je les ai comblées. Les gens l'ont remarqué. Tu es en feu en ce moment, a dit un collègue après une réunion où j'avais démonté un plan défectueux et le reconstruit sur place. Quoi que tu fasses, continue. J'ai souri. Poli et brève. S'il savait seulement. La salle de sport est devenue un lieu d'ancrage plutôt que de fuite. J'ai appris mes limites. Je les ai poussées. J'ai regardé mon corps répondre avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. La force est revenue d'abord dans mes bras, puis dans ma posture. Puis silencieusement dans mon sens de moi-même. La douleur venait et partait. La paix restait. C'est alors que j'ai entendu parler d'elle. Pas directement, jamais directement. Cela est venu de Marc encore. Prudent, hésitant, comme s'il testait la glace. Nous nous sommes croisés devant l'immeuble un soir. Il a paru surpris de me voir, plus en forme, plus droite. Moins comme quelqu'un qui attendait une permission. Et a-t-il dit. Tu as bonne mine. Merci. Ai-je répondu. Je me sens bien. Il y a eu une pause gênée, puis il s'est éclairci la gorge. Alors je ne sais pas si ça compte. Mais l'ex de Nathan est de nouveau dans le tableau. Pas officiellement, juste autour. Voilà. Pas un retournement. Pas un choc. Une confirmation. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. C'est tout? A-t-il demandé. Clignant des yeux. Tu ne. Non, ai-je dit doucement. Non, parce que soudain tout avait un sens. Les regards qui balayaient. Les coups d'œil qui mesuraient. La phrase qui était sortie si nonchalante comme si elle avait été répétée. Il avait toujours eu besoin d'un public, d'un miroir. De quelqu'un pour le rassurer qu'il gagnait. Et quand j'avais cessé de jouer ce rôle comme il le voulait, quand j'étais devenu familière, stable, plus ébloui. Il avait commencé à regarder de côté. Pas pour de l'amour. Pour de la validation. Son ex n'était pas une rivale. C'était un schéma. Cette nuit-là, de retour dans mon studio, j'ai ouvert le document « Clôture » une dernière fois. J'ai tout relu. Les excuses, les s'il te plaît, la colère. Je n'ai rien ajouté. Je n'ai rien surligné. Je n'en avais pas besoin. L'histoire se racontait d'elle-même. J'ai fermé le fichier. Je ne l'ai pas supprimé. Juste fermé. Certaines choses n'ont pas besoin d'être effacées pour perdre leur pouvoir. Elles ont juste besoin d'être vues clairement. Et pour la première fois depuis cette nuit dans la chambre, j'ai dormi profondément. Sans rêve, sans rejeu, sans sa voix. La disparition n'était plus seulement silencieuse. Elle était complète. La conférence annuelle avait toujours été importante, mais cette année elle m'a semblé différente. Non pas à cause de l'échelle, des emplois du temps chargés, des foules de badges. De la confiance polie qui bourdonnait dans le hall, mais parce que j'arrivais sans poids. Personne à gérer à mes côtés, aucune température émotionnelle à surveiller. Aucune anxiété discrète de savoir si j'occupais trop d'espace ou pas assez. Je suis entré seul, et j'y appartenais. Ma présentation était prévue en milieu d'après-midi, un créneau de choix. Des semaines plus tôt, cela m'aurait terrifié. J'aurais arpenté la chambre d'hôtel, relu les diapositives, me demandant si j'avais l'air arrogante. Si j'allais trop loin, si je devais adoucir mes conclusions. Cette fois, non. Je me suis tenu sur la scène dans un blazer bien coupé, les lumières chaudes mais pas aveuglantes. Le public attentif de cette façon rare et chargée qui vous dit qu'ils sont prêts à écouter. Et j'ai livré, non pas parfaitement, précisément. J'ai parlé du projet que j'avais mené, de son échec initial.
de la façon dont nous l'avions reconstruit, des angles morts qu'il y avait eu. Je n'ai pas poli les défauts. Je les ai assumés. Les questions ensuite ont été tranchantes, curieuses, respectueuses. Quand je suis descendu de scène, des mains se sont tendues vers les miennes. Des cartes de visite ont suivi. Un directeur senior d'une entreprise que j'admirais depuis des années a hoché une fois la tête et a dit, c'était du solide. C'était le cas, et moi aussi. Je me tenais près d'une autre table au fond de la salle ensuite, en train de siroter un soda. De faire défiler mon téléphone, non pas nerveusement, juste distraitement, quand je l'ai senti. Cette sensation qu'on a avant de lever les yeux. Une présence. J'ai levé les yeux. Nathan se tenait à quelques mètres. Il avait l'air répété. La même tenue noire de cette nuit-là. Les cheveux faits avec un soin qui tentait d'avoir l'air naturel. Le genre d'effort conçu pour déclencher des souvenirs. Pour me rappeler une version de lui qui n'existait plus. Mais quelque chose clochait. La confiance ne tenait plus. Elle vacillait. Mara. A-t-il dit doucement. Comme s'il testait si mon nom fonctionnait encore sur moi. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas souri. J'ai simplement croisé son regard. Nathan. Ai-je dit? Poli. Neutre. Il a dégluti. Je t'ai vu parler. Je ne savais pas que tu serais là. Un ami avait un billet. J'étais au fond. Je vois. Ai-je répondu. Tu étais génial, s'est-il précipité. Vraiment confiante, Claire. Tu as toujours été comme ça. C'est juste, il a ri maladroitement. Je suppose que j'avais oublié. J'ai pris une gorgée lente de ma boisson. Puis je l'ai reposée avec soin. Pas moi. Ai-je dit. Le silence s'est étiré entre nous. Il a essayé de le combler. J'espérais te parler, a-t-il dit. Ce que j'ai dit cette nuit-là. C'était la plus grande erreur de ma vie. J'étais insécure. J'avais peur. Je ne le pensais pas. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Pas pour des failles, pas pour de la faiblesse, pas pour l'ancien attrait. Juste de l'information. Je pense que tu le pensais, ai-je dit calmement. Et tu avais raison de te le demander. L'entendre m'a juste aidé à réaliser que je me posais là. Même question à ton sujet. Il a reculé comme si je l'avais frappé. Quoi? Non, ce n'est pas Mara. S'il te plaît. On a eu 5 ans. On ne peut pas juste on peut prendre un café? Juste parler. J'ai changé. Je suis en thérapie. Je comprends tout maintenant. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère. Pas de triomphe. Pas de douleur. Seulement de la paix. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu, d'une voix ferme mais pas dure. Ce chapitre est clos. J'ai construit une vie qui me rend très heureuse et je ne suis pas intéressé à le rouvrir. Son sang-froid a craqué. Tu ne peux pas juste faire ça, a-t-il dit, la frustration filtrant. Tu ne peux pas m'effacer. Je ne t'ai pas effacé. Ai-je répondu. J'ai avancé. C'est alors que la dernière carte est sortie. Le tranchant? Tu es vraiment aussi froide? A-t-il craché. Après tout. Je t'ai ouvert mon âme. J'ai jeté un œil à ma montre. Un petit geste. Un geste définitif. Mon équipe m'attend. Ai-je dit. Je dois y aller. Je me suis levé, j'ai pris mon portfolio, et je l'ai regardé une dernière fois.
Pas comme un amant, pas comme un ennemi, comme quelqu'un que j'avais connu. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Nathan, ai-je dit, et je le pensais. Je me suis retourné et je suis rentré dans la foule. Je n'ai pas regardé en arrière. La chaleur que j'ai ressentie n'était pas du triomphe. C'était de l'alignement. La certitude tranquille d'un chemin qui ne se pliait plus autour de l'ego de quelqu'un d'autre. J'ai pensé que ce serait la fin. La rencontre à la conférence avait semblé conclusive d'une façon rare et propre. Pas de voix élevées, pas de scène publique. Juste deux personnes debout de part et d'autre d'une histoire terminée. Pendant quelques jours ensuite, rien ne s'est passé. Aucun email, aucun nouveau numéro qui appelait, aucun ami commun qui prenait des nouvelles. Je me suis laissé respirer. Puis la vérité a fait surface. Pas de façon spectaculaire, pas d'un seul coup, mais par fragments. Comme le font d'habitude les vraies vérités. Elle est venue de Léna, une collègue en qui j'avais confiance. Elle ne faisait pas partie de notre ancien cercle. Ce qui était exactement pourquoi je l'ai cru quand elle a hésité avant de parler. J'ai failli ne rien dire, a-t-elle avoué au déjeuner, en remuant sa soupe sans la manger. Mais je pense que tu mérites de savoir. J'ai attendu. Je travaillais autrefois avec l'ex de Nathan, a-t-elle dit. Il y a des années, une autre entreprise, une autre vie. On s'est croisés récemment. Ce mot encore. Récemment. Elle a mentionné Nathan, a continué Léna avec prudence. Elle a dit qu'il s'était reconnecté. Qu'il l'avait contacté un moment avant que vous ne vous sépariez. J'ai senti quelque chose se mettre en place. Pas un choc. Pas un chagrin. De la reconnaissance. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. Léna a haussé les épaules. Difficile à dire exactement. Assez longtemps pour que ça n'ait pas l'air accidentel. J'ai hoché lentement la tête. Les pièces du puzzle se sont emboîtées avec une facilité troublante. L'agitation, l'insatisfaction discrète qu'il n'arrivait jamais vraiment à expliquer. La façon dont il avait commencé à s'habiller différemment, à se soigner à nouveau. Comme s'il se préparait à une évaluation. Cette phrase n'avait pas été une cruauté spontanée. Ça avait été une fuite. Il ne s'était pas demandé si j'étais le mieux qu'il pouvait faire. Il testait déjà des alternatives. Son ex n'était pas une coïncidence. C'était le contexte. Et soudain. Toute la relation s'est reframée non pas comme quelque chose qui s'était terminé abruptement. Mais comme quelque chose qui pourrissait tranquillement depuis longtemps pendant que j'en prenais. Encore soin. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je n'ai pas basculé. Je n'ai pas relu de vieux messages. Je n'ai pas traqué les réseaux sociaux. Je me suis assise par terre, le dos contre le canapé. Et j'ai laissé la vérité s'installer jusqu'au bout. Cela n'avait pas été une question de ma valeur. Ça avait été une question de son besoin de se sentir supérieur, de garder des options ouvertes. D'auditionner constamment sa propre vie. Et j'avais simplement cessé d'applaudir. Une semaine plus tard. La confirmation est arrivée sans être invité. Marc a encore texté. Marc et. Question au hasard. Tu savais que Nathan reparlait à son ex? J'ai regardé le message puis j'ai répondu. Moi, oui. Je suis au courant. Il y a eu une longue pause. Marc, il dit que ce n'est pas comme ça. Il dit qu'il était juste confus et qu'il avait besoin de perspective. Perspective. Un autre mot que les hommes comme Nathan utilisaient quand ils ne voulaient pas dire plan B. Moi, je ne suis pas intéressé par ces explications. Ce fut le dernier message que Marc m'a envoyé à propos de Nathan. La nouvelle a circulé tranquillement après ça. Pas en ragot, plus en compréhension. Les gens ont cessé de me demander comment je tenais le coup. Ils ont commencé à me demander comment j'allais. Et j'allais bien, pas bruyamment, pas de façon performative, mais profondément.
La forteresse que j'avais construite n'était pas faite d'amertume. Elle était faite de clarté. Et la clarté n'a pas besoin d'être défendue. Elle existe simplement. Après que la vérité se soit installée, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le bruit a cessé. Pas seulement de la part de Nathan, mais du monde autour de lui. Les demandes discrètes se sont taries. Les messages, juste pour prendre des nouvelles, ont disparu. Les amis communs se sont recalibrés sans l'annoncer. Comme une marée sociale qui changeait silencieusement de direction. Ils n'ont pas choisi de camp. Ils ont choisi la réalité. Je l'ai remarqué dans de petites choses. Les invitations qui venaient autrefois avec des mises en garde prudentes, ils pourraient être là. Est-ce que ça te va? Ne le mentionnez plus du tout. Les conversations ne marchaient plus sur des œufs autour de mon passé. Personne n'attendait que je dise quelque chose d'amer pour pouvoir me rassurer. Ils voyaient que je n'en avais pas besoin. La vie s'est étendue dans l'espace que le drame occupait auparavant. Mon studio a changé, lui aussi. Pas du jour au lendemain, pas intentionnellement. Une plante est apparue d'abord. Quelque chose de têtu et de vert qui survivait malgré mon négligence occasionnelle. Puis une estampe encadrée d'une foire de rue dans laquelle j'avais flâné un dimanche après-midi sans autre endroit où aller. Le silence n'était plus vide. Il était plein. Un soir, alors que je relisais un plan de projet à mon bureau, une sensation étrange m'a envahi. Une paix si complète qu'elle m'a surprise. Je me suis adossé à la chaise et j'ai regardé autour de moi. C'était ma vie. Pas soignée, pas impressionnante sur les réseaux, mais solide. Je ne me préparais à rien. Je n'attendais ni message, ni réaction, ni conséquence. J'étais juste là. C'est alors que la dernière tentative est venue. Pas de Nathan. D'une adresse email inconnue encore. Courte cette fois, désespérée dans sa retenue. Mara, je sais que tu ne répondras pas. J'ai juste besoin que tu saches que je comprends maintenant. Je vois tout ce que j'ai tenu pour acquis. Je ne te demande pas qu'on se remette ensemble. J'ai juste besoin que tu saches que je suis désolé. Je l'ai lu une fois, puis j'ai fait quelque chose de différent. Je l'ai supprimé. Non pas parce que cela n'importait pas, mais parce que cela n'importait plus pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris la différence entre la clôture et la liberté. La clôture regarde encore en arrière. La liberté ne regarde pas du tout. Quelques jours plus tard, j'ai croisé Léna à nouveau. Elle a étudié mon visage un instant, puis a souri. « Tu as l'air plus légère. » a-t-elle dit. « Je le suis. » ai-je répondu. J'ai arrêté de porter quelque chose qui n'était pas à moi. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait exactement ce que je voulais dire. Cette nuit-là, je suis sorti marcher après le dîner. Pas d'écouteurs, pas de destination, juste du mouvement. La ville bourdonnait autour de moi, indifférente et vivante. J'ai croisé des couples qui se disputaient à voix basse, des gens qui riaient trop fort. Quelqu'un qui pleurait sur un banc en faisant semblant de ne pas le faire. La vie qui se déroulait. Et pour la première fois depuis longtemps. Je n'avais pas l'impression de la regarder à travers une vitre. J'y étais dedans. Nathan était devenu ce qu'il avait toujours craint, hors de propos. Non pas parce que j'avais gagné, non pas parce qu'il avait perdu, mais parce que la version de moi qui avait besoin de sa validation n'existait plus. Le néant avait remplacé l'émotion là où il était concerné. Et dans ce néant, j'ai trouvé tout ce qui m'avait manqué. La dernière fois que j'ai entendu son nom, cela n'a pas atterri comme avant. Il s'est glissé dans la conversation de façon anodine. Comme un détail qui ne demandait plus de préparation. J'étais au dîner avec un petit groupe du travail, rien de formel. Juste des assiettes partagées et des rires faciles, quand quelqu'un l'a mentionné en passant. J'ai croisé Nathan l'autre jour, a dit l'un d'eux distraitement. Il a demandé de tes nouvelles. Je n'ai pas crispé. Je ne me suis pas penché. Je ne me suis pas préparé à l'impact. Qu'est-ce que tu as dit? Ai-je demandé par simple curiosité.
Ils ont haussé les épaules. Que tu allais très bien. Ce qui franchement paraît évident. C'était tout. Pas de questions de suivi, pas de silence gênant. Le sujet a changé, et j'ai réalisé quelque chose de tranquillement profond. J'avais franchi la ligne où ces actions ne façonnaient plus mon climat émotionnel. Plus tard cette nuit-là, de retour dans mon appartement. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai fait défiler le document, clôture, une dernière fois. Les excuses, la colère, l'entitlement déguisé en chagrin. Je n'ai pas relu chaque mot. Je n'en avais pas besoin. J'ai fermé le fichier. Puis je l'ai supprimé. Pas de façon dramatique, pas de façon cérémonielle. Juste terminé. Certaines personnes confondent le pardon avec la guérison. Mais la guérison n'exige pas toujours le pardon. Parfois, elle exige simplement de la distance, de l'honnêteté. Et le refus de participer au déni de quelqu'un d'autre. Des semaines ont passé. Puis des mois. Ma vie n'est pas devenue parfaite. Elle est devenue mienne. J'ai pris un nouveau rôle au travail. Plus de responsabilité, plus d'autonomie. J'ai dit non quand je le voulais. J'ai dit oui quand cela me semblait juste. J'ai cessé d'expliquer mes choix comme s'ils étaient sujets à débat. J'ai recommencé à sortir. Pas sérieusement, pas désespérément, juste de la curiosité, de la présence, du choix. Et chaque fois que je m'éloignais de quelque chose qui ne me convenait pas, je me suis senti fier. Pas triste. Un soir, en fermant mon appartement à clé, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Je l'ai regardé un instant. Puis j'ai refusé l'appel, je l'ai bloqué. Et j'ai glissé mon téléphone dans ma poche sans y repenser. C'est à ce moment-là que j'ai su sans aucun doute que le chapitre était vraiment clos. Non pas parce qu'il avait cessé de frapper. Mais parce que je n'avais plus de porte qu'il pouvait atteindre. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire a résonné en vous. Si vous avez déjà quitté quelqu'un en silence et vous êtes reconstruit dans le calme. Partagez vos pensées en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime pour plus d'histoires comme celle-ci. Parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire, c'est partir sans demander à être manqué.